En manchette aujourd'hui, la loi 70 contestée devant le bureau du député Serge Simard. Les élites de Jonquière confirmeront-ils leur place au premier rang du circuit Midget 3? Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce web journal du mercredi 10 février. Le conseiller Carl Dufour a exprimé son mécontentement face à la fermeture prolongée du théâtre Palace Arvida hier lors de la séance du conseil d'arrondissement de Jonquière. Voici le reportage d'Olivier Jesper. Il va falloir qu'on se mouille beaucoup plus que ça. Là. Le conseiller Carl Dufour, à la suite d'une rencontre avec les commerçants du centre-ville d'Arvida, dit partager leur mécontentement face à la fermeture prolongée du Palace. C'est des pertes d'emploi présentement. C'est pas tous les gens qui ont été relocalisés qui travaillent au Palace. Donc, c'est un dossier qu'il va falloir qu'il progresse. Le président du conseil d'arrondissement, Bernard Noël, dit être dans l'attente de subventions fédérales. Les gens sont en attente du programme de subvention qu'a annoncé le premier ministre Trudeau en campagne électorale. Et je pense qu'il faudrait peut-être parler également là, au député de Chicoutimi qui est au pouvoir, justement, pour le sensibiliser. Alors que la construction d'un bâtiment de Revenu Québec est entamée et que la bibliothèque d'Arvida est en réaménagement, le Palace est fermé depuis plus d'1 an. Tout ce coin-là, entre le Palace puis la Banque de Montréal, sur la rue Mellon, est en train de se refaire une beauté. Tous les bâtiments ont été restaurés. Mais présentement, on a un bâtiment qui va être fermé à côté de tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est inacceptable pour le secteur d'Arvida. Ses collègues, bien qu'ils partagent son mécontentement, lancent un appel à la patience. M. Dufour a raison un peu de s'impatienter, mais c'est toujours une question de budget, évidemment. Quand on est capable, en tant que municipalité, de sauver des coûts, des fois, le délai d'attente paraît long. Olivier Jesper, ATM Nouvelles, Saguenay. Il y a eu près de 13 accidents par jour en 2015 selon la sécurité publique de Saguenay. Les policiers sont intervenus sur 4 671 incidents de tout genre. Les statistiques montrent que 18 % des accidents se produisent le vendredi. Le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, indique que la principale cause est la distraction. Une enquête a été ouverte par les policiers de la SQ alors qu'un groupe de malfaiteurs s'est introduit dans une maison de la rue des Jonques à Alma. Les individus ont fracassé une fenêtre avant de s'introduire dans la maison. Les malfaiteurs ont pris la fuite lorsqu'ils ont vu que les résidents étaient présents. On ignore pour l'instant si des objets ont été volés. Les suspects sont toujours recherchés. Monseigneur André Rivet dénonce la loi 52 sur l'aide médicale à mourir qui va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'a déclaré l'évêque de Chicoutimi ce matin devant les membres du Cercle de presse du Saguenay. Le reportage de Zachary Goudreau. Même si le nombre de journalistes sur place était négligeable, Monseigneur André Rivet semblait ravi d'avoir une tribune au nom de l'Église. Le ton de l'homme est cependant devenu plus sévère lorsqu'il a abordé la très controversée loi 52 sur l'aide médicale à mourir. En fait, Monseigneur ne s'oppose pas à l'utilisation de soins palliatifs pour diminuer la souffrance des malades. Ce qui le choque, c'est qu'on rende une vie plus courte artificiellement. Les catholiques, et dans notre foi, c'est de l'euthanasie pure et simple. L'injection létale, qu'elle soit précédée par d'autres étapes, c'est une mise à mort. L'évêque de Chicoutimi a également abordé la dure réalité financière de l'Église alors que 13 bâtiments religieux sont fermés depuis 2001 dans le diocèse de Chicoutimi. Les revenus de quête constituant une grande part du financement du diocèse, l'avenir semble peu reluisant. Pour 2016, 55 % de ce qu'on a reçu à date, là, c'est presque complété. Maintenant, il en manque 2 fabriques, je crois, où on n'a pas reçu leurs prévisions, sont en retard. 55 % sont déficitaires dans leur budget. Quelques mois après la publication d'un rapport de la commission Vérité et Réconciliation levant le voile sur le génocide culturel qu'ont subi les Autochtones dans les pensionnats catholiques dès la fin du 19e siècle, Monseigneur André Rivet parle d'erreurs historiques. On a demandé pardon à nos gens des Premières Nations là-dessus. Mais on a oublié tout le pan positif de ce que ces hommes et ces femmes des communautés religieuses ont fait dans l'éducation de ces jeunes. Même si les temps sont durs pour la religion catholique, alors que le nombre de croyants est en chute libre et que les églises tombent en ruine, Monseigneur André Rivet se dit fier du travail accompli. C'est d'ailleurs la paix dans l'âme que l'homme de 75 ans prendra sa retraite en 2017. Ici Zachary Goudreau pour ATM Nouvelles à Saguenay. Un homme a succombé à ses blessures après un accident de motoneige près de Ferland et Boileau hier soir. Selon la Sûreté du Québec, l'homme dans la cinquantaine aurait effectué une sortie de sentier avant de percuter un arbre. C'est le 4e décès d'un motoneigiste cette saison.
Le responsable de la sécurité du club de motoneigistes de la région lance un appel à la prudence. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de neige. Il n'y a pas beaucoup de neige dans les sentiers, puis c'est glacé en dessous, puis le monde va trop vite. La coopérative forestière Petit Paris de Saint-Ludger-de-Milot a annoncé des investissements de 4 millions pour changer le séchoir au mazout. Il sera remplacé par des équipements plus modernes qui fonctionneront grâce à la biomasse. Par ailleurs, la coopérative a mis fin à 27 ans de partenariat avec Produits forestiers résolus. Les deux partenaires ne s'entendaient plus sur la vision d'avenir de l'entreprise. Des manifestants ont dénoncé le projet de loi 70 lors d'un rassemblement qui s'est déroulé ce matin à la baie devant le bureau du député libéral Serge Simard. Le projet de loi vise à réformer les mesures d'aide sociale. Josiane Cloutier était sur place. Une quinzaine de personnes se sont réunies dès 10 heures ce matin pour faire part de leur mécontentement au sujet de la réforme proposée par l'ancien ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad. Nous crions fort qu'on est contre la loi 70. Donc, pour nous, c'est une aberration d'obliger les gens, c'est enlever le pouvoir aux gens. Le pouvoir décisionnel, ça m'appartient, ça t'appartient. Peu importe ce que tu as dans les poches, tu as le droit de décider qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Selon le coordonnateur de l'Astuce du Saguenay, Sylvain Bergeron, ce projet de loi ne serait pas la solution appropriée. D'obliger des gens à aller sur des mesures d'employabilité ou aller travailler pour avoir droit à un chèque d'aide sociale, ça a été tenté partout. Ça a été tenté ici au Canada, au Québec. Ça n'a jamais marché. Ce qu'il faut, c'est donner du support, de vraiment aider les gens selon leurs capacités, leurs propres besoins. Bien que les manifestants soient présents devant le bureau du député Serge Simard pour dénoncer le projet de loi 70 en grande partie, ils réclament également une révision du projet de revenu minimum garanti proposé par le gouvernement il y a quelque temps déjà. La solution possible est un revenu social universel garanti qui assure d'atteindre le seuil de faible revenu pour chacun des citoyens au Québec. Selon l'anthropologue Pierre-André Tremblay, plusieurs démarches sont néanmoins nécessaires avant d'instaurer un tel système. La première chose que le gouvernement devrait faire pour instaurer sa mesure de revenu minimum garanti, c'est se convaincre lui-même que ça vaut la peine de travailler au choix de cette mesure. La deuxième chose qu'il va devoir faire, c'est de convaincre la population. Les préjugés à l'égard des gens sur le BS sont fermement ancrés et depuis longtemps. Josiane Cloutier pour ATM Nouvelles à Saguenay. La place qu'occupent les nouvelles régionales dans l'espace médiatique québécois est de moins en moins grande. De passage à Saguenay pour rencontrer les membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, le président d'Influence Communication, Jean-François Dumas, en a profité pour rencontrer les étudiants dans l'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. Mon collègue Jean-Frédéric Fortin l'a rencontré en début d'après-midi. Jean-François Dumas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, quel est votre mandat au sein d'Influence Communication? Chez Influence, d'abord, nous, notre travail, c'est de surveiller et d'analyser tout ce qui se fait dans les médias chez nous au Québec, au Canada et dans le monde, et de vendre de la nouvelle à nos clients lorsqu'on parle d'eux, d'analyser, de décortiquer ce qui se passe et de dégager les comportements des médias. OK. On parle de moins en moins des régions dans les médias nationaux. Pourquoi? Il y a de moins en moins de journalistes en région. Il y a de moins en moins de médias privés. Et même la société d'État a de moins en moins d'antennes ou de gens qui travaillent sur place. De sorte que tout ça fait en sorte que ça a contribué à diminuer la place accordée aux régions. Mais il y a également une mode. Et globalement, la place accordée aux régions à travers l'ensemble des médias québécois a fondu dans les 15 dernières années. C'est moins tendance de laisser de la place aux régions. OK. Puis qu'est-ce qui explique que le Saguenay occupe tout de même la 3e place là, selon la répartition de l'intérêt médiatique au Québec? Il faut comprendre que le Saguenay, quand on met le Saguenay avec Montréal et avec Québec en 2015, c'est 91 % de l'information régionale, ce qui est très bien, ce qui est énorme. C'est une tendance depuis plusieurs années. Les médias de Saguenay, c'est des médias qui sont très revendicateurs, des médias très actifs. Il y a une culture médiatique qui est propre à Saguenay, qui fait en sorte que Saguenay occupe beaucoup de place. Mais cependant, il faut dire que Saguenay est très présente, mais globalement, Saguenay occupe moins de place qu'il y a 15 ans. Okay. Parce que globalement, l'ensemble des régions ont perdu 88 % de leur vélocité dans les 15 dernières années. Donc, Saguenay est encore dans les 3 premiers, mais la totalité de ce trio-là est moins important qu'il y a 15 ans, et ça, c'est inquiétant. OK, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour améliorer le sort des médias régionaux comme ça? Bien, c'est que chaque média régional se doit d'accorder de plus en plus de place à ce qui se passe localement. Les médias nationaux doivent s'y intéresser aussi, mais pas juste les médias. Les intervenants sociaux, politiques, économiques se doivent d'être de plus en plus présents dans les médias, de revendiquer et de sortir également de la région.
une des bonnes façons de faire parler de soi et de se faire entendre un peu partout, c'est d'amener ces enjeux ailleurs au Québec, à Montréal, à Québec. C'est une bonne façon de faire parler de soi un peu partout. Parce que je dis souvent, s'il n'y a que vous qui connaissez vos enjeux, vous souffrez du syndrome du chanteur de douche. Vous êtes bien bon, mais vous êtes tout seul à le savoir. OK. Puis pour le citoyen, là, quel impact que ça a, l'information, justement? Les gens qui nous écoutent ont l'impression que plus on parle d'un sujet, plus il est important. Les gens croient à tort que l'importance d'un phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Autrement dit, plus vous en parlez, plus c'est important, moins vous en parlez, moins ça l'est. Si vous vous intéressez plus aux régions, on a l'impression qu'il n'y a pas de véritables enjeux, que ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est inquiétant, parce que c'est à croire actuellement que de Gaspé à Gatineau, d'est en ouest, du nord au sud, on a à peu près la même nouvelle qui se présente. On McDonaldise l'information, c'est le même contenu qu'on présente à peu près partout. Et les particularités régionales sont en train de disparaître. Donc, ça va pas mal en région. OK, puis pour le citoyen, là, le fait qu'il soit bombardé d'informations comme ça, est-ce que ça influence sa compréhension? Vous, comme citoyen, vous avez, depuis de nombreuses années, à chaque année, vous assistez à de plus en plus de nouvelles, de plus en plus d'informations. Vous connaissez de plus en plus de choses, mais je ne suis pas sûr que vous comprenez plus, par exemple. Donc, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça développe une connaissance très, très horizontale de l'information. En surface, vous savez un paquet de choses, mais vous ne pouvez pas défendre votre point de vue très longtemps. Et l'impact sur le citoyen, c'est que ça donne des citoyens moins fidèles à des marques, moins fidèles à des idées politiques. Et vous oubliez plus rapidement. C'est pas pour rien qu'on vote toujours pour les mêmes politiciens. On oublie très rapidement. Affaire François Bouguingo, qu'est-ce que la leçon à tirer de cette histoire-là? C'est drôle parce que pendant 2 ans, en fait, au Québec, l'information internationale a toujours été un parent pauvre depuis une quinzaine d'années, sauf depuis les 2 dernières années où on a accru notre intérêt pour les nouvelles internationales. Ça a comme par hasard coïncidé avec la montée de la popularité de François Bouguingo. Okay, ouais. Et on a réalisé que François Bouguingo, pendant ces 2 années-là, pendant cette période-là, générait 8 % de toutes les nouvelles internationales. Ça veut dire que quand il est parti, on a recommencé à chuter en termes d'intérêt pour les nouvelles internationales. C'est un peu inquiétant. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait plus quand même de nouvelles internationales maintenant qu'il y a 5 ans. Mais on fait quand même beaucoup moins de nouvelles internationales que les Ontariens, beaucoup moins que les Albertains ou les gens de la Colombie-Britannique. On a beaucoup de retard. Est-ce que vous croyez qu'on ait beaucoup trop de médias au Québec? C'est pas le nombre de médias qui m'inquiète, c'est la diversité en termes d'information. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que nos médias font à peu près tous la même chose dans le même angle, de la même façon. Et c'est donc ce qui fait que la diversité en termes de sources d'information, mais en termes de travail des médias, c'est ça la richesse d'un écosystème médiatique. Malheureusement, au Québec, on ne retrouve pas ça. 83 % des nouvelles viennent de 3 sources, viennent de Radio-Canada, de Jessica et Québécois. Donc, si la diversité est une richesse, médiatiquement, force est d'admettre qu'on est pauvre au Québec. En terminant, votre opinion sur l'avenir du journal papier? Le journal papier, à mon avis, va rester, mais c'est entre les mains des groupes médiatiques qui vont devoir apprendre à diversifier leurs approches et de ne pas offrir les mêmes nouvelles et le même contenu sur toutes les plateformes, parce que s'ils continuent, il ne faudra pas se surprendre qu'ils vendent de moins en moins de copies. Donc, on vous rappelle que vous allez être ce soir à l'Assemblée de la FPJQ du Saguenay, suite à l'Assemblée générale, pour donner une conférence. Pour continuer à expliquer l'importance de s'intéresser aux régions, de leur accorder de plus en plus de place. Monsieur Jean-François Dumas, merci beaucoup. Merci. Éric Castonguay devra passer les 9 prochains mois derrière les barreaux. L'homme qui avait été arrêté pour harcèlement et pour conduite avec les facultés affaiblies à Saint-Honoré a reçu sa sentence ce matin. Gabriel Bouchard, plusieurs facteurs aggravants n'ont pas été cause. En fait, Alex, c'est Éric Castonguay, qui est un homme originaire de Saint-Honoré, qui a été condamné ce matin à 10 ans et demi de pénitencier. En fait, il avait déjà fait du temps en prison avant de reconnaître sa sentence ce matin. On a décidé de lui créditer ce temps-là, ce qui fait en sorte qu'il passera 9 mois et 7 jours en prison. Cet homme-là avait été arrêté pour faculté affaiblie au volant de sa motocyclette de type Racer en septembre dernier. Il avait aussi 1 gramme de cannabis sur lui et ça a été d'ailleurs dans les différents chefs d'accusation qu'on lui a accordé aujourd'hui. Le juge a d'ailleurs expliqué que la plupart des chefs de ces 10 ans et demi de prison-là qu'on a donné à Éric Castonguay, c'est surtout sur une affaire d'harcèlement qui avait été donnée à M. Castonguay il y a de cela quelques années, mais on avait brisé des conditions et des engagements suite à cette
à cette accusation-là du côté de M. Castonguay. Et la couronne demandait 12 ans de pénitencier et pour l'ensemble des chefs, alors que la défense en demandait que 3. Finalement, on a eu 10 ans et demi. Et comme explique Maître Sophie Bergeron, on s'attendait, dû aux facteurs aggravants dans le dossier, à nécessairement avoir une peine un petit peu plus haute que ce qu'on demandait. Je vous invite à écouter Mme Sophie Bergeron. Compte tenu des facteurs aggravants qu'il y avait dans le dossier, c'est une décision qui est juste là dans l'instant. Malgré que c'est sûr qu'on aurait souhaité peut-être un peu moins de détention, mais on va s'y plier, il n'y a pas de problème. D'autre part, Gabriel, le dossier de Mathieu Gagnon est revenu au rôle ce matin. Oui, tout à fait, Alex. On parlait de Mathieu Gagnon hier, cet homme d'Alma qui avait été accusé de leurre informatique et de sollicitation de services sexuels. L'homme a été arrêté hier en direction du palais de justice parce qu'il avait brisé ses conditions de remise en liberté. On aurait d'ailleurs trouvé du matériel informatique, du matériel cellulaire sur lui lorsqu'il était en direction du palais de justice de Chicoutimi. Il est détenu jusqu'à sa prochaine présence en cour qui devrait être, selon toute vraisemblance, demain matin. Alors, on devrait voir Mathieu Gagnon revenir en cour devant le juge Guimont si tout se passe bien. On va être là demain pour vous donner les derniers détails dans ce dossier. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous remercie. La créatrice du calendrier Ronde et Jolie, Pauline Beaulieu, ajoute une corde à son arc en accueillant des mannequins masculins au sein de son équipe. L'instigatrice du projet prône la diversité corporelle et espère toucher un plus large public en ajoutant des hommes et enfants à sa troupe de mannequins. Ma collègue Ève Beauregard a eu la chance de s'entretenir avec la créatrice plus tôt aujourd'hui. Pauline Beaulieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Premièrement, pourquoi avoir décidé d'ajouter le volet homme au défilé Ronde et Jolie de cette année? Pourquoi? C'est une bonne question. Depuis le début, Ronde et Jolie travaille beaucoup avec les femmes. On fait beaucoup des projets avec les femmes. Mais on s'est rendu compte que les enjeux de l'image corporelle, ça avait aussi un lien. Les hommes vivaient beaucoup de pression aussi avec ça. Donc, on a voulu les intégrer à notre défilé au Salon de la femme. Les femmes, c'est sûr, c'est le Salon de la femme. On se demande pourquoi des hommes. Mais de un, les femmes sont attirées vers les hommes. C'est de montrer qu'il y a plus qu'un modèle de beauté homme. Et puis, c'est aussi pour montrer les tendances, parce que c'est surtout, on ne se le cachera pas, les dames qui vont magasiner pour leurs hommes, pour leurs enfants, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté le volet homme. Puis, comment vous avez sélectionné ces modèles-là? Bien, en fait, je te dirais que les hommes sont très... ils ont peur un peu. Jusqu'à maintenant, là, on a 2 ou 3 mannequins hommes. On en voulait 5. Donc, on est encore à la recherche d'au moins 2 mannequins là, qui vont se joindre à notre équipe de mannequins femmes. Puis, là, pour les femmes, c'est Ronde et Jolie. Est-ce que vous avez pensé à un nom pour les hommes également? Oui, exactement. On ne l'a pas encore annoncé, mais Ronde et Jolie va prendre un autre nom d'entreprise, dans le fond, pour vraiment rejoindre plus de population, parce que oui, on travaille avec les femmes, on travaille avec les hommes, mais on veut intégrer les adolescents et les enfants aussi. Donc, on est en train là, de travailler sur le nom pour lequel Ronde et Jolie va devenir. Puis, vous avez un calendrier que vous avez sorti pour les femmes. Est-ce que vous avez un projet d'en sortir un également pour les hommes? Le projet calendrier touche moins les hommes un peu. C'est beaucoup moins c'est pas le même genre d'intervention avec les hommes. Puis, je crois pas qu'il va y avoir... pour le moment, là, il n'y a pas de projet de calendrier homme, mais il va y avoir d'autres projets plus adaptés masculins, dans le fond. Puis vous avez déjà dit dans une entrevue que vous aviez peut-être un projet d'ouvrir une boutique taille plus. Est-ce que ça tenait encore, ce projet-là? Ça tient encore, mais c'est beaucoup de coûts. Puis on sait que dans la région, là, on a beaucoup de commerces qui ferment. Donc, c'est très difficile d'aller chercher le financement pour ça. Mais oui, on a encore le même objectif, peut-être plus prolongé. Et avec le défilé, est-ce que vous avez... À quoi, en fait, on peut s'attendre au défilé du Salon de la femme de cette année? Plusieurs surprises. C'est sûr qu'il y a le volet homme qui va ajouter. Je vous en dis pas plus, pas trop, parce que je veux qu'on ait quand même la surprise, mais c'est sûr qu'on va représenter des vêtements des boutiques d'ici de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment important pour nous. Est-ce qu'il va y avoir des chorégraphies ou c'est vraiment un défilé pour montrer le corps de la femme dans sa diversité? C'est vraiment un défilé où on va montrer le corps de la femme. C'est vraiment le but, dans le fond, du défilé. Puis... mais il y a peut-être quelques petites surprises qui vont venir. On se garde une surprise. Qu'est-ce que vous pensez de l'ajout du mannequin taille plus, Ashley Graham, qui a été ajouté au Sports Illustrated dernièrement? Là, ça vient tout juste de sortir. Vous pensez quoi de tout ça? Bien, c'est une grande avancée. Hein? C'est qu'on voit que de plus en plus, on fait moins le saut de voir différents types de corps dans différents types de médias.
Si on pense à Tess Solidé aussi, là, qui est la première mannequin taille 22, qui est vraiment une renommée là, internationale. Donc, c'est vraiment, je suis fière, en fait, de contribuer un peu, dans notre région, du moins, à montrer ce modèle de beauté-là, dans le fond, qui a plus qu'un type de corps qui est beau. Donc, vous croyez que c'est vraiment une avancée sur la diversité corporelle? Oui, vraiment. Et vous en êtes à votre 3e participation au Salon de la femme cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la 3e année? La 3e année, je vous dirais que la première année, c'était plus, on se faisait connaître, on montrait qui on était. La 2e année, les gens ont beaucoup plus compris quelle était notre mission. Et là, les gens viennent vraiment voir la diversité, viennent vraiment voir ce qu'on va montrer, sont curieux de voir les petites surprises qu'on leur réserve de plus, parce qu'on essaye toujours d'amener un volet de plus. Donc, je pense que de plus en plus, notre mission se fait connaître, puis c'est encore ça cette année-là. Et avec tout ce projet de Ronde et Jolie, est-ce que vous pensez que vous êtes une source d'inspiration pour les jeunes filles, les femmes de la région? Bien, j'espère qu'on en inspire quelques-unes, du moins les femmes qui sont représentées dans notre calendrier et dans le défilé. J'espère. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour vous dire que vous êtes vraiment une inspiration pour moi? Oui. Bravo. Bien, une inspiration, ils nous disent merci, en fait, là, mais je pense que ça veut dire bravo. Là. Oui, c'est ça. Je pense que oui, on en inspire. C'est beaucoup plus les dames, je vous dirais, qui ont vraiment vécu longtemps avec le stéréotype de « faut que tu sois mince, tu peux pas… Puis avant, les boutiques, là, on n'a pas beaucoup de boutiques de vêtements taille plus, mais avant, il y en avait encore moins. Donc, c'est beaucoup plus les dames qui ça leur fait du bien. Il y en a qui me disent « j'aurais jamais passé vers un calendrier » ou… Donc, je pense que oui. Est-ce que vous avez des projets à venir pour Ronde et Jolie ou éventuellement avec les hommes également? Oui, on en a plein. Entre autres, développer des suivis sans faire de projets d'impact comme le calendrier. On veut faire des ateliers de stimulation sur l'estime de soi pour les enfants. On a plein de projets qui s'en viennent. Donc, on peut vous voir au Salon de la Femme les 2 et 3 avril prochains. Pauline Beaulieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. 11 finissants en art interdisciplinaire de l'UQAC présenteront leur projet de fin d'études au grand public la semaine prochaine. La 13e édition du festival se tiendra du 15 au 25 février dans différents lieux de l'université et au Centre Bang sur la rue Racine. Le reportage de Sarah Penneau. Les finissants présenteront divers projets allant du court-métrage à la peinture. Le directeur du module des arts, Mathieu Valade, se dit très fier du travail accompli. Des œuvres en théâtre, des œuvres en art visuel, en art numérique et en cinéma. C'est l'aboutissement de 3 ans d'études et pourquoi pas se professionnaliser davantage puis le présenter en public dans des lieux professionnels. C'est une charge de travail relativement importante pour les étudiants qui se sont impliqués dans tous les aspects du festival. Parce que d'habitude, on avait un professeur ou un chargé de cours qui nous aidait, mais là, cette année, les étudiants ont assumé 100% des tâches. Tout. Fait que le festival, le projet, plus les cours qu'on a, c'est une charge qui est vraiment énorme, mais ça va en valoir la peine au final. 2 conférences seront offertes lors du festival. L'animateur de l'émission L'Heure de Pointe, Daniel Jean, viendra partager ses réflexions par rapport à certaines photographies. Détenteur d'une maîtrise en art, le réalisateur de Radio-Canada a été choisi comme porte-parole de l'événement. Monsieur Jean s'est inspiré d'un ancien projet de photographie de criminels pour sa conférence du 16 février. Et comme je dis souvent, j'aime bien les bandits, mais en images. La photo est arrivée, puis on s'est dit, si on les a pas attrapés la première fois, la deuxième fois, là, on a leurs photos, et on va les prendre. Et c'est pour ça que ma conférence s'appelle « Se faire prendre, c'est se faire prendre. Se faire prendre par la police, c'est se faire prendre en photo ». La médiatrice culturelle pour le programme Éveille ma culture à Ville de Saguenay, Gabrielle Desbiens, tiendra également une conférence pour le grand public le 15 février. Le vernissage de l'événement se tiendra le 17 février prochain. Sarah Penneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Au sport maintenant, l'attaquant des Marquis de Jonquière, PJ Corsi, a été nommé la 2e étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Corsi a marqué 2 buts en plus d'amasser 2 passes dans la victoire de 6-5 des Marquis face aux 3L de Rivière-du-Loup vendredi. Le joueur de centre a de plus terminé la rencontre avec une fiche de +3. Les élites de Jonquière accueillent le Blizzard du séminaire Saint-François à 19h ce soir au foyer des loisirs. Une victoire de la troupe de Steve Thériault combinée à une défaite des Gaulois de Saint-Hyacinthe permettrait aux Jonquiérois de terminer au premier rang du circuit Midget 3A, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis 2 décennies. L'espoir de Saguenay, Nicolas Cardonnet, fera un retour dans la formation alors que Louis-Charles Lemay doit purger un match de suspension. Simon Boudreau-Belzile devrait être le partant devant le filet pour les élites.
Anne-André, à la météo, aujourd'hui était la dernière journée avant l'arrivée des grands froids. Oui, le froid intense qui dominera sur l'ensemble du Québec et ça jusqu'à lundi. Là, c'est aujourd'hui la dernière journée où on pouvait profiter des températures plutôt douces. Et là, les tendances 14 jours nous amèneront non seulement beaucoup de froid, mais aussi beaucoup de neige. Et il se pourrait même, oui, que le mois de février soit plus froid que le mois de janvier. Donc, courage, l'hiver va finir par terminer. Du côté de Saguenay maintenant, dans les prévisions plus locales, ce soir et cette nuit, beaucoup de nuages pour des températures de moins 10. Plutôt nuageux en fin de nuit et des températures qui pourraient atteindre moins 26, les températures ressenties. Oui. Demain matin, nuageux avec éclaircies pour des moins 16, flocons qui commenceront en début d'après-midi. Du côté de Lac-Saint-Jean, ce soir et cette nuit, nuageux avec éclaircies, moins 11, des températures ressenties qui pourraient aller encore là jusqu'à moins 26. Donc, ce sera très froid cette nuit dans nos deux régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Demain matin, quelques flocons, moins 18. Demain, le soleil reviendra au cours de la journée, mais les températures seront maintenues aux alentours de moins 17, moins 18. C'est donc tout ce froid-là qui nous amènera du côté du week-end de la Saint-Valentin, où on connaîtra vraiment un week-end glacial et c'est des températures d'au moins 5 degrés Celsius sous la normale de saison qui nous accompagneront aux alentours de ce week-end-là, oui, et ils nous laisseront environ 2 cm de neige sur l'ensemble du Québec et il se pourrait qu'on connaisse le week-end le plus froid d'hiver en fin de semaine. C'est ce qui met un terme à ce web journal. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.